Bonjour Bordeaux. J'entends pas très bien en fait. Vous êtes là Bordeaux? Ça pourrait aller un peu mieux quand même. Vous êtes réveillés Bordeaux? Bon. Bienvenue à tous à cette deuxième occurrence de BDX.io. On va commencer. Je vais aller assez vite parce qu'on a déjà perdu un peu de temps. Je vais vous faire un petit blabla pendant une petite dizaine de minutes pour vous présenter un peu l'organisation générale. En gros, ce matin, 1 heure keynote. Donc, on va avoir 6 threads en parallèle, donc dans 5 amphis et une salle de TD, avec des conférences et des hands-on ce matin. Entre midi et 2, un buffet et des lightning talks. Donc, vous aurez le choix soit d'aller voir des lightning talks, soit d'aller manger plus que les autres. Il y aura tout le temps il y a une pause de toute façon d'une demi-heure pour manger pour tout le monde. D'accord ? Vous pouvez aller voir les lightning talks et manger quand même. Et cet après-midi, même configuration que le matin, avec des confs et des hands-on en parallèle. Okay ? Donc ça, c'est le programme de la journée. On terminera par une keynote de fin, pareil, dans le grand amphi, avec tout le monde, ou plus exactement tous les gens qui resteront. Voilà, avec des petites pauses au milieu. Quelques chiffres pour cette année. On est 512. En tout cas, il y avait 512 inscrits. Je ne suis pas sûr qu'on soit 512. Normalement, l'amphi à 500, il devrait être blindé. Il y a quelques places libres. Il doit y avoir des retardataires de la soirée d'hier. Je pense qu'il y a eu des gens qui ont eu du mal à se lever. 150 propositions sur le CFP pour 50 talks retenus. Donc, ça veut dire 2/3 de propositions refusées. Donc désolé si vous avez proposé quelque chose au CFP cette année et que vous n'avez pas été retenu. Désolé, le choix était compliqué. Mais c'est aussi pour vous donner de la qualité derrière. Donc j'espère que cette deuxième occurrence sera un aussi bon cru que l'année dernière. 16 jurys ont participé à ce CFP. L'organisation de BDX.io, c'est un petit peu... Je pense qu'il est un peu différenciateur des autres conférences, c'est-à-dire qu'on réunit en fait toutes les associations de Bordeaux. Et en fait, on nomme un jury de chaque association pour avoir une coloration un petit peu de tous les user groups bordelais. Et c'est eux qui choisissent les talks. Histoire de ne pas avoir que du Java, histoire de ne pas avoir que du JS. Voilà. Et puis 59 speakers en tout. En gros, on a fait plus 66% à chaque fois par rapport à l'année dernière. Alors, les informations importantes pour tout bon geek. Vous avez un Wi-Fi accessible gratuitement. Profitez-en. Je pense que l'année prochaine, ça ne sera pas aussi simple. Donc le SSID, il est là-haut. Vous l'avez aussi dans votre sacoche. Je crois que le programme, il est dans le dépliant de Capgemini. Et donc le SSID est sur le programme. D'accord ? Donc n'hésitez pas à aller farfouiller dans votre sacoche. Si vous voulez tweeter, et je vous encourage fortement à le faire, le hashtag de la journée, c'est BDX.io. On était arrivé dans les tendances France l'année dernière. On peut essayer d'arriver dans les tendances monde, soyons fous. Donc allez-y, floudez Twitter. Voilà. Je vais faire un petit focus par rapport à l'année dernière. J'ai oublié de vous poser la question. Qui c'est qui était là l'année dernière? Ouais. Qui c'est qui n'était pas là l'année dernière? Ouais, il y a plus de gens qui n'étaient pas là l'année dernière, de gens qui étaient là l'année dernière. Il faut qu'on se pose des questions. Ok. Donc, du coup, ce slide ne concerne que les gens qui étaient là l'année dernière. Non. Donc, on a organisé cette année en fait un hackerspace, donc au -1. C'est un endroit en fait où il y a des tables et où il y a des gens qui pendant tout le long de la journée vont vous présenter des petites choses si vous voulez aller discuter avec eux. Donc, il y aura notamment Poppy, qui est un robot humanoïde qui est développé à l'INRIA, et la table connectée à Arbalète. On a une autre table connectée sur le stand de Nicolas Bourbaki, également, que vous pourrez voir en démo. Donc voilà, si vous voulez bidouiller, ça vous intéresse, allez les voir. En termes de nouveautés, on a réparti les talks. En fait, on est une conférence pour les développeurs. Donc en fait, on a essayé de focaliser cette année les choses sur les live coding. Et du coup, en fait, on a mis tous les live coding dans 2 amphis
qui sont 7 amphis ici, le grand amphi, et l'amphi A, qui est au -1. Donc si vous êtes féru de live coding, ben, regardez bien ces 2 amphis et vous aurez que du live coding si vous allez que dans ces amphis-là. On a rajouté quelques petites infos sur vos badges par rapport à l'année dernière. On a notamment rajouté le nom de votre société pour le networking, ça peut être sympa. Alors, en fait, on l'a rajouté que si vous nous l'avez donné. On n'a pas été googler tout le monde pour savoir ça. Autre chose, une application, Voxerine, on en avait déjà un peu parlé l'année dernière. Il y a une V2 qui est sortie cette année, il y a 2 jours. On est large, toujours large. Donc elle apporte notamment 2 petites nouveautés. Une nouveauté qui, à mon avis, va intéresser pas mal de monde. En fait, vous pouvez marquer vos talks comme à revoir plus tard. C'est-à-dire que si, par exemple, je ne sais pas, un de vos collègues a été voir un talk et vous l'avez raté, et il vous dit que c'était le talk qu'il ne fallait pas rater de la journée, vous pouvez vous marquer ce talk comme à revoir. On vous enverra une notification push dès que le talk sera paru sur YouTube. Okay, c'est plutôt sympa. Et puis, on va vous traquer partout, en fait, avec ces petites bestioles, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un beacon. En fait, on détecte les gens, dès que vous allez rentrer dans un amphi, en fait, Voxerine va le détecter et va vous dire « Bienvenue dans le grand amphi ». Vous avez peut-être reçu déjà des notifications si vous avez installé Voxerine. En fait, on ne vous flique pas plus que ça, mais c'est juste pour savoir en gros un peu la fréquentation pendant la journée de tous les amphis, de tout le monde. Donc n'hésitez pas à installer Voxerine. Pour les beacons, il faut activer le Bluetooth pour que ça marche, évidemment. Donc n'hésitez pas à activer le Bluetooth. Et pour info, en fait, on se repose sur une solution d'un de nos partenaires, Arca Computing, qui a sorti un petit, enfin pas un petit, c'est un truc assez conséquent quand même, une solution Ferritix qui permet de communiquer typiquement avec ces beacons. Et on utilise cette solution-là dans Voxerine. Donc voilà. Et puis, dernière chose, l'année dernière, c'était une des choses que vous nous aviez reproché, c'est qu'on ne s'était pas réunis à la fin de la journée pour se dire au revoir. Donc on vous a écouté. On a créé une keynote de fin, donc à la fin de la journée à 18h. On a aussi mis des stands un peu plus jolis que l'année dernière, je pense que ça a dû vous sauter aux yeux. Et puis on a organisé aussi un after central, qui est un bar à 500 mètres, même pas. Le seul truc, c'est qu'on a un peu peur qu'il y ait trop de monde. Alors, si vous comptez venir, inscrivez-vous à after.medx.io, qu'on les prévienne en fait un petit peu à l'avance qu'il y aura peut-être 500 personnes qui viendront. En termes de logistique, pour eux, ça peut changer 2-3 trucs, quoi. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour venir, il y aura tous les orgas, il y aura, je pense, une bonne partie des speakers. Ça peut être sympa. Dernier truc. On est nombreux cette année. Les amphis, ils font entre 150 et 200 places. Bon, normalement, c'est bon. Ça veut dire que je ne suis pas assez rapide. Donc, si les amphis sont pleins, en fait, bataillez pas. Vous avez Voxerine qui vous enverra une notification push. Tous les talks sont enregistrés cette année, contrairement à l'année dernière. Ils sont live streamés également. Donc, c'est pas grave si vous ne pouvez pas aller à votre talk, vous pourrez le voir après sur Internet, au pire. Les hands-on ne sont pas filmés, par contre. Et j'ai oublié de dire, les hands-on sont en place limitée, donc il n'y a qu'une trentaine de places à chaque fois sur les hands-on. Donc clairement, au bout de 30, on dira stop. Donc faites attention à ça. Pareil, sur les hands-on, si vous pouvez, on aimerait bien que si vous pouvez installer les choses avant d'aller au hands-on, on a envoyé une newsletter dans lequel il y a toutes les informations à installer. Si vous pouvez prévoir ça avant d'y aller, ça sera du temps de gagner. Je termine pour dire un grand merci à tous nos speakers, oui, parce que sans eux, il n'y aurait pas de conférence, mais aussi à tous nos sponsors. Sans eux aussi, il n'y aurait pas de conférence. Je vous demande de les applaudir. Donc nos sponsors Gold. Nos sponsors Gold, Do You Dream Up, Capgemini, la mairie de Bordeaux, qui vont venir vous faire un petit speech sur scène pendant moins de 5 minutes. Les sponsors Silver, SQLi, Google, OnePoint, Neo4j, Nicolas Bourbaki et Dewam, qui est à la captation vidéo.
et les sponsors bronze, Arca, Lectra, Cleveredge et Zenica. Merci à eux. Et du coup, je laisse la parole à Thierry, je pense, qui va venir vous présenter un petit peu ce qu'il a à vous dire sur Cap. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Thierry Bigot, je suis directeur technique de Capgemini à Bordeaux et je suis très heureux que Capgemini soit partenaire Gold du Bordeaux I.O. pour la deuxième fois. Si l'année dernière a été un succès, c'est encore plus fort cette année avec encore plus de sessions toutes passionnantes et surtout, comme on vient de le souligner, avec encore plus de participants à la hauteur de ce que peut accueillir l'ENSERB aujourd'hui. Donc je voudrais d'abord adresser un grand merci, un grand bravo aux organisateurs et aux speakers. Alors, je vous disais l'année dernière que l'innovation, pour nous, est une motivation en soi et un vecteur de croissance. Eh bien, je vous le confirme. On a connu cette année une croissance super importante. Nous sommes passés de 130 000 collaborateurs dans le monde à plus de 180 000, avec 20 000 collaborateurs en France. Alors, certes, si ces chiffres tiennent pour bonne part à une croissance externe, c'est bien en innovant et en apportant le meilleur de la techno à nos clients que nous sommes capables de les accompagner dans leur nouveau business ou même à être meilleurs dans leur métier. L'innovation, elle est dans la culture de Capgemini. On la cultive au quotidien au travers de Lab Innovation. Les Lab Innovation, ce sont 41 structures dans le monde, 7 en France, dont une à Bordeaux. Et au sein de ces Lab Innovation, les collaborateurs ont pour mission de mettre au cœur des projets des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, comme les objets connectés, la mobilité, l'expérience utilisateur, l'agile. À Bordeaux, le lab se concentre plus particulièrement sur les solutions dans le domaine de la e-santé, car nous sommes dans ce domaine centre d'excellence pour Capgemini. D'ailleurs, je vous invite à aller rencontrer nos collaborateurs sur le stand Capgemini. Ils vous en diront beaucoup plus. Je vous invite également à participer à notre jeu concours, pour lequel un prix sera remis durant la session de clôture. Je vous remercie, je vous souhaite des sessions enrichissantes, de nombreux échanges fructueux et je vous dis à bientôt. Merci. Et on va maintenant accueillir Yann, qui représente la mairie de Bordeaux. Bonjour à tous, toutes, il n'y a pas beaucoup, mais elles seront brillantes. Il m'est choix l'honneur à mon tour de vous remercier au nom de la ville de Bordeaux, d'être présent et de vous mobiliser aujourd'hui pour cette journée de conférence BDX.io. Pour ma part, donc, je suis Yann, j'appartiens aux équipes donc, de la direction informatique de la ville de Bordeaux. Mais moi, je suis encore du côté de ceux qui savent à peu près parler au commun des mortels. Et donc, effectivement, la direction générale de l'innovation numérique et des systèmes d'information. En fait, je prends des XP à chaque fois que je dis le nom en entier. Donc, la GINSI sponsorise effectivement activement BDX.io et l'association. Et c'est une belle initiative en vérité parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère de la massification, de la dématérialisation des services publics et de proximité, et que aujourd'hui c'est une massification de cette dématérialisation sur de nombreux supports, bien sûr le web, les smartphones, avec une galaxie de terminaux différents, des objets connectés aussi
soit sur les êtres humains, soit dans nos infrastructures, sur le territoire. Et donc, innover, c'est savoir coder. Et donc, forcément, pour un territoire comme Bordeaux, s'entourer de l'expertise de développeurs, c'est fondamental pour nous permettre d'opérer des choix sur nos produits qu'on va déployer sur le territoire, en connaissance de cause, plutôt que par défaut, parce qu'on ignore qu'est-ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Et effectivement, aujourd'hui, les grands défis, c'est s'adapter, l'agilité. C'est bien sûr trouver le point d'équilibre entre avoir une qualité et une exhaustivité du service et la réactivité de l'appli qui va derrière. Et ça, effectivement, c'est vous, les développeurs, qui nous permettez d'obtenir cette qualité-là. J'ai conscience aussi que nos utilisateurs, nos usagers, ils sont de plus en plus exigeants parce que c'est l'hyper-personnalisation. Moi, la première, mon smartphone, il est calibré au dossier près. Pour vous, les utilisateurs, c'est quelque part nous, les prescripteurs, les demandeurs. Et je tiens absolument à vous rassurer sur ce point. Nous resterons tout à fait aussi exigeants, aussi contradictoires et de mauvaise foi avec vous que nos propres usagers finaux. Donc voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Je souhaite vraiment vous remercier et vous dire à quel point on est très fiers de cette rencontre et de tout ce qui va se tenir aujourd'hui. Donc merci infiniment. Et puis j'ai plus qu'à vous demander d'apprendre à coder l'impossible. Merci. Moi, je peux commencer. Comme ça, je gagne du temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Didier Girard. Mon métier, c'est développeur. Et ma fonction, c'est directeur des opérations d'une entreprise qui s'appelle Sphère. Voilà, donc ça fait des années que je développe. Je ne vais pas dire combien de temps, parce que sinon, on va me prendre pour un vieux. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Didier, comment tu fais pour rester à la pointe depuis tant d'années? Donc, en fait, ce que je fais, en fait, c'est qu'en permanence, j'applique un certain nombre de pratiques qui me permettent d'être bien en éveil sur la technologie. Et quand je fais des paris sur une technologie, j'essaye d'être sur la bonne techno. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu une démarche. Donc en 25 minutes, ça va être difficile, mais en gros, c'est un peu vous donner des trucs et astuces que j'utilise moi pour me positionner sur une technologie, et puis pas positionner moi, mais positionner aussi mon entreprise qui s'appelle Sphère. Donc pour vous donner une idée du travail réalisé, quand je suis rentré chez Sphère en 2006, c'est une boîte de service, tout ce qu'il y a de plus classique. On était 16 développeurs, et maintenant Sphère, c'est une boîte qui est 100% développeurs. Le groupe, c'est 300 personnes et 250 devs. Donc voilà, donc on a complètement muté, on a fait une vraie transformation, on a complètement muté notre business model, et donc au fur et à mesure de ces 10 années, quasi 10 années qui se sont écoulées, on a fait des paris technologiques. Et ce qu'il faut, c'est quand on a à la tête d'une entreprise comme ça, c'est arriver à faire les bons paris au bon moment. Ce que je voulais, c'est que j'ai énormément de contenu. Je ne pouvais pas passer tout ce contenu en 25 minutes, donc je me suis demandé comment je pouvais faire. Je me suis dit, ce qui serait bien, c'est de faire une keynote dont la salle est le héros. Ça veut dire quoi? Vous connaissez les livres dont vous êtes le héros. Donc à des moments, vous faisiez des choix, vous alliez à la page 34 ou à la page 32. Et voilà. Donc là, ça va être un peu le principe. J'ai beaucoup de contenu et de temps en temps, je vais vous poser une question. Vous allez voter par SMS et en fonction du résultat, on ira sur un slide ou un autre. C'est-à-dire qu'on va zapper du contenu ou pas en fonction de vos choix. Et puis au bout de 25 minutes, ça s'arrêtera. On verra où on en est. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc pour tester le principe, je vous diffuse mon numéro de téléphone. Si des fois vous cherchez un job, ça peut servir. C'est une blague. Donc après vous le retirez de votre carnet d'adresse après. L'idée c'est que on va organiser des votes. Chaque fois qu'il y a la possibilité d'un vote, donc des fois j'utiliserai la salle en joker. Vous avez un choix à faire.
Voilà, et donc là, la première question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes acteur de la stratégie techno de votre employeur? Si c'est oui, vous envoyez un SMS avec BDXIO espace A1, et puis si c'est non, vous envoyez BDXIO espace A2. Voilà, donc je vous laisse, admettons, 10 secondes pour voter, puis on va voir le résultat. Donc au moment où, quand je ferai appel à la salle, je cliquerai ici au milieu, puis après, de temps en temps, je ferai des choix, je cliquerai moi-même, soit sur le gauche ou le droit. Je ne vais pas faire appel à la salle tout le temps, sinon ce sera un peu le bazar. Je vais vérifier quand même que ça marche. Normalement, je devrais recevoir des SMS, mais je n'en reçois pas. Ah si, j'en reçois quelques-uns. C'est bon, ça commence à flouder. Alors, j'ai parlé de ça hier, et il y en a qui ont codé des applis pour pour influencer. Enfin, on verra bien. Donc, on va tenter, on va voir ce qui va se passer. Tintin. Waouh. Ça démarre mal. Là, ça veut dire je me demande qu'est-ce que c'est ici. Ça veut dire que la plupart des gens, en moyenne, qui ont voté, sont acteurs à des décisions stratégiques et technologiques de l'entreprise. C'est assez embêtant. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à la techno, et je pense que c'est très important que vous ayez votre mot à dire. Soit vous essayez de donner votre mot, ou soit vous changez de boîte. Voilà. J'espère qu'il y a des patrons dans la salle qui auront entendu le message. OK. Donc ça, c'était juste un test. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Quand je ferai appel à vous, je cliquerai, puis en fonction de ce que vous décidez, on ira sur un slide ou un autre. OK, donc faire une stratégie technologique, s'intéresser à la techno, c'est surtout une grosse histoire de gestion du temps. Des technos, il en sort tout le temps. Donc on n'a pas le temps de tout tester, c'est clair. Et quand on parie sur quelque chose, il ne faut pas se tromper. Ça, c'est important. Deuxième chose, c'est qu'une technologie, elle peut être extraordinaire, mais elle peut arriver en retard sur son marché ou en avance. Et ce qu'il faut, c'est quand vous pariez, c'est parier sur la bonne technologie et qui est surtout en phase avec son marché. Donc on va voir ici un petit peu un espèce de petit process que depuis une vingtaine d'années, j'ai mis en œuvre et qui me permet, moi, de sentir ce qui se passe sur le marché. Première chose, quand j'entends parler d'une nouvelle techno, donc ça va vous arriver beaucoup aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit le soir, vous rentrez chez vous, vous dites « Oh purée, j'ai entendu parler de ça, c'est extraordinaire, je vais tester ». Donc vous cherchez un tuto sur Internet et vous essayez de la tester, la techno. Ou soit vous dites « Oula, j'attends, on va voir ce que ça donne ». Donc là, vous pouvez voter. On regarderait comme ça, peut-être après ce qui s'est passé. On peut tenter, tiens, on va voir. Je fais appel à la salle pour voir qu'est-ce que veut la salle. Oh là là, purée, c'est pas vrai, vous faites un POC. Non, j'y crois pas. Quand vous entendez parler d'une nouvelle techno, c'est urgent d'attendre. Des technologies, il en sort tout le temps. Si vous voulez poker sur toutes les technologies, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est un réflexe de junior. Un junior, il entend un nouveau mot-clé, un nouveau truc, il dit « Oh, je vais tout de suite tester ». Non, il ne faut pas faire ça. Vous n'allez jamais réussir à gérer votre temps. Ce qu'il faut faire, c'est attendre. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez entendu parler d'une techno une fois, et puis vous continuez à en entendre parler. C'est-à-dire, finalement, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant. Là, vous dites, oula, ça fait quand même 6 mois que j'ai entendu parler de cette techno, ou peut-être 1 mois ou 2 mois, c'est à vous de voir votre échelle temps, et puis du buzz qui est en train d'arriver. Vous dites, oula, il faut que je rattrape mon retard là, parce que mes potes, ils font qu'en parler, je suis à la bourre. Ou alors vous dites, moi je vais prendre un petit genou, et puis il va apprendre pour moi en fait. Alors moi, ma technique, c'est de prendre un petit genou en fait. Pourquoi? Parce que souvent, les gens qui testent les technos sont des gens qui sont très à l'aise avec la techno. Et donc, ce qui va se passer, c'est que eux, apprendre une nouvelle technologie, ça se fait très vite. Et le retour qu'ils vont avoir sera sûrement un retour qui est un petit peu déformé. Si par contre, vous prenez un junior, lui, en fait, on met dans un monde où les gens s'auto-forment à la techno. Et ça, c'est un point très important. On doit pouvoir s'auto-former sur une techno. Et si elle est accessible qu'aux brutes techniques, elle n'a aucune chance sur le marché. Donc le fait de dire, vous demandez à un junior de tester cette technologie et de voir au bout de 5 jours qu'est-ce qu'il a compris, bien sûr, vous passez... En gros, en général, ce que je fais, c'est que je lui dis, tiens, tu vas bosser ça pendant 5 jours. Et au bout de 2 heures, je reviens le voir. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Si au bout de 2 heures, il n'a pas encore réussi à faire un Hello World, déjà, ça pue. Hein. Mais bon.
Voilà. Et puis après, régulièrement, pendant 5 jours, je reviens le voir, je lui pose des questions et j'essaye de voir à quelle vitesse il appréhende la techno. Sachant que lui, il a le temps. Il a 5 jours pour apprendre la techno. La plupart des gens n'auront pas ces 5 jours-là. Donc au bout de ces 5 jours, je me dis, bon, c'est une technologie qui est facile à appréhender ou difficile. Et en fonction, je me positionne ou pas sur la techno. Admettons qu'il ait tout compris au bout de 5 jours. À ce moment-là, soit je fais un POC, ou soit je continue à faire ma veille. Ce que je vais faire moi, je vais encore, parce qu'il y a encore pas mal de technos quand même qui passent cette étape-là, et il y en a encore pas mal qui vont disparaître, je continue à faire de la veille. Donc là, je vais faire vraiment une veille très active. Je vais commencer à suivre ce mot sur Twitter, m'inscrire à des blogs, essayer de comprendre ce qui se passe, voir quels sont les influenceurs, suivre les projets sur GitHub, voir comment ça commit, est-ce qu'il y a des bugs qui remontent, etc. Je suis plus dans cette phase-là encore de veille active. Je consacre énormément de temps à la veille, en fait. Et puis après, si vraiment la technologie a un bon buzz, il y a 2 possibilités. Je n'ai toujours pas testé la techno. Hein. Donc là, je vais vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois la tester? Ou est-ce que je dois la vendre à un client? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, on va voir ce que la salle a décidé. Game over, à la recherche du client. Purée, mais vous êtes vraiment des enfoirés, quoi. Vous n'avez pas encore testé la techno, vous cherchez déjà à la vendre. C'est pas possible. Non, non. C'est vraiment le moment où moi, je me dis, tiens, je vais tester la technologie pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Je ne vais pas encore chercher à la vendre, parce que bon, peut-être que finalement, malgré tout le buzz, etc., je ne serais pas super fier de fourguer ça à mon client. Non, non, là, ce qu'il faut, c'est encore attendre un petit peu. Donc vous la jugez bonne, cette technologie. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est communiquer. Donc là, je donne directement la réponse. Hein. Je vais essayer de parler de cette technologie dans une conf. Dans une conf, il va y avoir des experts qui vont être amenés à juger cette techno. Et si déjà, vous n'arrivez pas à la vendre à un CFP, ce n'est pas la peine de chercher à la vendre à un client. Donc déjà, vous dites, ouais, déjà, est-ce qu'elle va intéresser des gens maintenant, cette technologie? Donc je l'ai appris, je la trouve super, je la propose à des CFP. Si personne n'en veut, ce n'est pas la peine de continuer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'appétence. Donc il faut essayer de la proposer dans des talks pour voir s'il y a de l'appétence. Ok, admettons qu'il y ait de l'appétence, après ce qu'il faut, c'est écouter la salle. Si tous les gens, vous avez fait un super show et tout le monde répond, ouais, bof, pas terrible cette technologie, c'est un mauvais indicateur. Donc déjà, admettons que les retours sont bons, il faut continuer, et là, à ce moment-là, vous dites, waouh, je suis sur une pépite. Moi, j'adore cette technologie, elle a été acceptée dans un CFP, je l'ai présentée, les gens, ils trouvent ça super, je vais communiquer, beaucoup. Donc c'est commencer à tweeter, créer des blogs, éventuellement rédiger un livre blanc. Vous devez chercher à communiquer sur cette technologie avant de chercher un client. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'innovation, je considère que c'est beaucoup plus facile qu'un client vienne vers vous. Vous avez une nouvelle technologie, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui va venir chercher de l'expertise chez vous que vous d'aller trouver le client qui a besoin de cette expertise sur un truc qui est très pointu. Quelqu'un qui veut innover sur un sujet technique, il y a peu de chances que vous le trouviez dans la masse. Et donc l'idée, c'est de dire, je vais communiquer, et les gens qui s'intéressent à cette technologie, naturellement, ils vont tomber sur ce que je produis, et à un moment donné, ils vont demander de l'expertise, ils vont venir vers moi. Donc c'est ce que je cherche à faire, moi. C'est attendre qu'un client m'appelle. S'il n'y a pas de client qui m'appelle, ça veut dire que quelque part aussi, le marché manque d'appétence et que ça ne va pas être adopté. Donc une fois que le client m'appelle, là il y a 2 stratégies. Soit vous lui faites payer la R&D, ou soit vous cofinancez. Ça dépend de votre client. Moi, d'une manière générale, je suis plutôt en cofinancement. C'est-à-dire que là, on va faire notre premier projet, c'est de l'investissement. Et j'ai plutôt envie, je lui dis, bon voilà, moi je pense que c'est une bonne techno. Pour l'instant, je ne l'ai jamais monté en prod. On va le faire ensemble. Ça va être difficile. Mais ça va être pour tous les deux. Pour vous, ça va peut-être vous amener un avantage différenciant. Et pour moi, je vais apprendre. Donc, je veux qu'on partage les risques et je parte plutôt dans cet aspect-là. Et puis, c'est après, une fois qu'on a fait ce premier projet, qu'on va vraiment lancer la machine chez Sphere pour dire ça y est, on a vraiment quelque chose qui tient la route et on avance à fond sur cette technologie. Voilà un petit peu le process. Il est assez long, mais c'est ce qui nous permet d'arriver année après année à rester sur ce marché. C'est un peu un espèce de processus qui nous aide à sentir un petit peu les tendances. Là, je vous ai plus, en gros, donné une macro suite de trucs et astuces pour aller sur ce marché-là. Ce que je vais vous proposer maintenant,
c'est un petit peu de théorie au niveau du business en fait. Donc il y a une courbe de diffusion de l'innovation, voilà à quoi elle ressemble. Alors qui connaît cette courbe? Peut-être quelques-uns, pas tant que ça finalement, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de gens que ça qui connaissaient. Donc ça c'est la courbe de diffusion d'une innovation en fonction des différents acteurs. Donc quand une technologie arrive sur un marché, elle va d'abord être adoptée par des innovateurs. Ensuite, il va y avoir les early adopters qui vont adopter cette techno. Après, il y aura l'early majority. Puis derrière, la majorité lent, tardive, et puis les traînards. Voilà un petit peu comment une technologie arrive. Donc déjà, quand je vous montre cette courbe et que je vous mets des noms, ça doit vous faire penser à certains comptes, certains clients, certains projets, certaines personnes. Voilà. Ce qui est très important aussi sur une courbe comme ça, c'est la puissance. C'est-à-dire que la puissance, c'est quel est le niveau, jusqu'à quel niveau cette technologie qui est entrée sur le marché, elle va arriver en termes de puissance. C'est quoi le volume de business qu'on va avoir autour de cette techno? C'est très important. Deuxième chose, c'est sa vitesse d'adoption. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui vont arriver très très vite sur le marché, et puis il y a des technologies qui vont arriver lentement, mais sûrement en fait. Donc il faut faire attention à ça quand vous surveillez votre techno, c'est dire c'est quoi sa puissance? Est-ce que moi, si je suis tout seul, en tant qu'indep, quelle que soit sa puissance, j'arriverai toujours à me nourrir. Par contre, si je dois driver une entreprise, une grosse structure, il faut que je vérifie que la technologie sur laquelle je parie ait suffisamment de puissance pour que je puisse alimenter mon entreprise. Puis après, sa vitesse d'adoption, si vous faites des paris, vous avez plutôt intérêt à aller sur des technologies qui arrivent vite sur le marché. Les bons clients pour nous, Sphère, c'est ceux-là. On va se positionner, on est une petite structure, 250 devs. On va plutôt aller chercher des clients de type innovateur, early adopter ou early majority. Quand on sort de ces schémas-là, quelque part, on va dire qu'il y a les très grosses structures qui arrivent, et la bataille, elle est plus sur l'excellence technologique, elle est plutôt sur le taux de facturation. Ce n'est pas tellement notre marché. Nous, quand il y a trop de gros acteurs qui arrivent sur une technologie, il faut déjà qu'on ait trouvé la technologie suivante et sur laquelle on va se positionner. En termes de business, voilà comment ça se passe. Un innovateur, c'est ce que je vous ai dit, quand j'innove avec quelqu'un, je suis plutôt en confinancement, c'est pas là où je vais gagner de l'argent. Il y en a peu, et puis moi, je ne vais pas chercher à gagner de l'argent, donc la valeur créée, elle est faible. Voilà, en termes du positionnement sur mon diagramme, volume de business et valeur du business, voilà comment je le positionne. Un early adopter, il y en a peu aussi, des early adopters. Par contre, c'est des gens qui ont compris que cette technologie était importante et ils sont prêts à payer pour de l'innovation, pour maîtriser une nouvelle techno. Ils sont prêts à mettre de l'argent sur la table parce qu'ils savent que ça va leur déclencher chez eux, dans leur structure, dans leur business, un avantage concurrentiel très important. Donc ça, c'est du point de vue du business de Sphère, c'est des acteurs qui sont importants. Ensuite, quand l'early majority arrive, il y a de plus en plus de gens qui maîtrisent ces technologies. Donc forcément, le fait d'être un expert dessus, ça a moins de valeur. Et la courbe de valeur baisse, mais par contre, le volume augmente, ce qui peut compenser en termes de positionnement business. Derrière, il y a la majorité, quand la late majority arrive, il y a beaucoup de volume. Mais par contre, en termes de business, les coûts de vente ont largement baissé. Ensuite, il y a les traînards, là, il n'y a rien. Après, il y a une dernière catégorie, nous, on ne se positionne pas dessus, mais s'il y en a qui se positionnent, c'est les pigeons. Donc, en gros, les pigeons, c'est vous avez une technologie, elle est morte depuis 20 ans, mais il y a des gens qui ont encore des systèmes qui fonctionnent avec cette technologie-là. Vous pouvez faire beaucoup d'argent. Techniquement, ce n'est pas forcément super fun, mais si vous avez plutôt envie de gagner de l'argent, ça peut être un bon marché, les pigeons. Voilà. Donc, voilà, nous, comment on se positionne, c'est ça. C'est assez important. Voilà, donc on va dire que la majorité de notre business est sur ce type d'acteurs et c'est très important d'être accroché à l'innovation. Et chaque année, on se pose la question de qu'est-ce qui arrive. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, naturellement, on va descendre en fait dans la courbe de valeur. Et puis si on continue pas à suivre ce qui se passe en termes d'innovation, si chaque année on se remet pas en cause, finalement on finit comme ça. Et puis c'est pas un marché pour une structure de notre taille. Si à notre taille d'entreprise, on n'arrivera pas à attaquer des marchés de late majority ou de traînards. Donc voilà, c'est pour ça que l'innovation chez nous elle est extrêmement importante. Voilà, je vous ai présenté un petit peu ça, c'était un petit peu le cadre. Maintenant. Première chose, il y a quelques années, en 2012, chez Sphère, on a décidé de se positionner sur le front. Jusqu'à maintenant, chez Sphère, on faisait principalement du dev Java et C#. Il y avait très peu de dev JavaScript chez nous. Et puis, à un moment donné, on a décidé de se positionner sur du front. Si vous voulez, donc là, je lance un vote à la salle. On va démarrer
les indirections, soit vous avez envie de savoir pourquoi on s'y est positionné et pourquoi vous pourriez peut-être vous y positionner, ou soit ça ne vous intéresse pas. Ok, on va voir. Alors, j'espère que l'appli fonctionne, hein, parce que si à chaque fois on va au mauvais endroit, vous allez m'en vouloir. Ok. Donc vous avez envie de savoir pourquoi le front va cartonner. Donc pourquoi le front va cartonner? Donc dans le passé, comment une application se codait? Donc, le développement d'une application, ça c'est quelque chose de... Voilà, vous faites une application en J2EE ou en .NET ou en PHP. C'est des abats que j'ai. En gros, quand je code une application dans ces technologies-là, on passait 60% du temps à coder les IHM, et puis coder le métier, c'est à peu près 40% du temps. Voilà, en termes de répartition de charges. Quand je chiffre une appli, voilà un petit peu les ratios qu'on retrouve tout le temps. Donc on passe 60% du temps à faire de l'IHM et 40% à faire du back. Sachant qu'on était moto-techno. Donc on disait on faisait un projet en J2EE, en Java, en C#, en PHP, peu importe. Et donc là, en gros, on prenait des développeurs Java, on leur demandait d'être à l'aise sur le front. Donc c'était du servlet, du GSP, du Spring MVC, je ne sais pas quoi, enfin un peu de trucs comme ça. On ne leur demandait pas trop d'expertise en CSS parce qu'on sait qu'ils ne sont pas super forts, ces développeurs-là. Et puis voilà, et puis ils faisaient aussi du back. Alors on dirait tu dois être super fort en Spring, en Hibernate, en que sais-je. Voilà. Donc dans ce marché-là, le plus important, c'était la technologie côté serveur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Voilà un petit peu comment le marché est en train de se diviser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on constate maintenant. Donc on a fait ce pari en 2012, et puis il est en train de se réaliser, donc c'était un bon pari. Maintenant, dans la manière dont on code les applis, voilà comment ça se passe. D'ailleurs, on dit plus on code une appli, on dit à nos clients ce qu'on va coder, c'est une plateforme. Donc c'est le back qu'on expose à travers une API et qu'on va consommer dans un front. Et puis, en termes de répartition, on consacre encore pas mal de temps sur le côté développé de la plateforme. Ça n'a pas trop bougé, 40% du temps. Maintenant, on fait très attention aux API. Donc, on passe énormément de temps à construire une bonne API qui expose ce back. Et puis, on passe 50% du temps à coder le front. Il se trouve que le front, pour nous, c'est du JavaScript maintenant. 100% JavaScript. Donc, en 2012, on a décidé de recruter des développeurs qui ne faisaient que du JavaScript. Et si vous regardez en termes de business, un développeur JavaScript qui consomme une API, il est maintenant capable de consommer du back qui est codé en Java, en C#, en PHP, en Scala, en que sais-je en fait. Et donc c'est un marché qui est en train d'arriver, qui a démarré il n'y a pas très longtemps, mais nous on pense qu'il est énorme. C'est-à-dire qu'on n'en est qu'au début de l'arrivée de cette technologie-là. Pourquoi? Parce qu'un dev front JavaScript, il peut intervenir sur des projets, quels que soient les backs en fait. Donc ça amène un énorme marché, et c'est pour ça qu'on a une espèce de vision assez déformée de l'arrivée de framework front. On se dit, purée, mais ils arrivent à une vitesse. Oui, ils arrivent à une très grande vitesse. Pourquoi? Parce qu'en termes de surface, ils ne sont pas concentrés, verticalisés sur une technologie qui est Java, C# ou PHP ou Scala. Ils vont un développeur JavaScript, il est capable d'aller sur toutes les technos. Voilà. Maintenant, je pense que je vous ai convaincu de l'intérêt d'aller, enfin en tout cas, si ça vous intéresse, il y a un gros marché front. Soit je vous parle de front, soit je vous parle de back. Il me reste combien de temps? Combien? 3 minutes? 30? Ou 3? Ok. On va voter. Donc on va voir si vous avez plutôt envie que je vous parle de front ou de back. Vous voulez que je vous parle de back. Vous avez raté quelque chose. Hein. J'avais quelque chose à dire sur le front, mais tant pis. Hein. Mais c'est intéressant. Moi, je suis plutôt un développeur back, donc c'est ce qui m'amuse. On va aller sur le back. Donc déjà, en termes de technologie, le cloud, qui le manipule? Alors là, il faut absolument y aller. Enfin, on a quitté le monde de l'innovation dans le cloud. On est rentré dans les early adopters. On n'est pas encore dans l'early majority, mais on est rentré dans les early adopters. Cette semaine, j'ai intervenu dans une conf qui s'appelle CloudNext, une conf de Google. Il y avait plus de 600 personnes qui étaient présentes, et ce n'était pas des touristes. C'était vraiment 600 personnes qui mettaient en œuvre le cloud, en fait. Donc si vous ne le mettez pas en œuvre, il est, je pense, très très important que vous commenciez à vous y mettre. Je vous ai mis simplement illustrer ça à travers une courbe. Donc là, on voit simplement la constante de temps.
On ne mesure pas la puissance sur cette courbe, mais c'est un marché qui est en train d'arriver, qui est d'une puissance qui est colossale. On le verra après, parce que quand vous voulez mesurer la puissance, ça, en allant sur Google Trends, donc ça pour voir ces courbes-là, j'utilise Google Trends en fait. Donc vous tapez un mot-clé, puis vous allez voir à peu près la puissance et la constante de temps d'un marché. Donc là, on voit bien la courbe qui est en train de se dessiner là. On voit qu'on est en train de monter, mais par contre, ça ne vous permet pas de mesurer la puissance. En fait, jusqu'où ça monte. L'échelle, là, on n'a pas l'échelle. Et pour avoir l'échelle, en fait, il faut comparer des technos. Et en comparant les technos, on va le voir plus tard, le cloud, c'est vraiment extrêmement puissant. Si vous n'êtes pas dessus, il faut absolument y aller. Pas faire de cloud maintenant, c'est comme pas faire de web en 2000, quoi. Il y a ceux qui en faisaient, il y a ceux qui n'en faisaient pas. Enfin, voilà, il faut vraiment y aller. Voilà, donc là, je vous ai illustré. Vous avez tous entendu parler d'AngularJS. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sur des projets qui le mettent en œuvre. Regardez un petit peu la différence de puissance entre les gens qui cherchent le mot-clé cloud et les gens qui cherchent le mot-clé AngularJS. C'est un marché qui est vraiment énorme. Docker. Qui a déjà mis en œuvre Docker? Ouais, c'est amusant, il y a plus de gens qui font du Docker que du cloud. Qui a du Docker en prod? Ah ouais, ok. Ouais, c'est bien ça, on est bien dans l'innovation. Ok, je ne me suis pas planté. Donc c'est ça, Docker, tout le monde en parle, on est vraiment dans l'innovation. C'est vrai que c'est très simple. Vous dites à un junior, tiens, tu me fais un petit coup de Docker, au bout d'une journée, il a déjà fait son Hello World. Donc ça, c'est une technologie qui, en termes d'appétence, il y a une grosse appétence, puis en termes, elle est très accessible, très simple d'accès. Donc moi, je pense qu'elle va vraiment arriver. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, en prod, nous, chez Sphere, on a 2 clients sur lesquels on a déployé du Docker en prod. Donc c'est pas... Voilà, ça arrive, mais quand même assez lentement pour la prod. On est encore dans l'innovation. Si vous n'avez pas encore joué à Docker, si vous ne l'avez pas mis en prod, vous n'êtes pas en retard. On l'a vu d'ailleurs. Voilà. Mais par contre, vous pouvez vous y intéresser. Déjà, surtout en tant que dev, ça va vous aider beaucoup dans votre vie de dev. Donc voilà la courbe d'adoption. On sent qu'il y a quand même de l'envie, quoi. On est parti sur Docker il n'y a pas très longtemps et ça monte. On est bien sur une courbe de progression exponentielle. Go. Qui a déjà joué avec Go? Ouais. Donc ça, là, je suis vraiment dans innovateur. Je crois beaucoup à cette techno. Voilà. Donc ça, je suis vraiment encore dans la phase où je viens juste de finir le côté, j'ai confié ça à des juniors et je leur ai dit, tu me sors un truc en 5 jours. Ils ont passé le cap haut la main. Ils ont trouvé cette techno super. Vraiment, ils ont adoré cette techno. Donc, moi, je suis assez fan. Ce que j'ai fait, je suis passé en veille active. Voilà. Je me dis maintenant, cette technologie, il faut absolument que je la surveille. Je pense qu'il y a du gros potentiel. Pourquoi je m'y suis intéressé? Parce qu'on a vu que beaucoup d'entre vous s'intéressaient à Docker. Il faut savoir que Docker, c'est codé en Go déjà. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Docker, c'est codé en Go. Et cette technologie, pour moi, elle est vraiment très adaptée au cloud. Donc, quand je prends la puissance du cloud et l'intérêt pour les containers, je me dis, il me faut un langage qui accompagne tout ça. Depuis tout le temps, ce que j'ai vu, c'est que chaque fois qu'il y avait une rupture techno, il y avait un langage qui l'accompagnait. Donc, par exemple, l'arrivée du gros système, c'était COBOL, Unix, C, Windows, c'était toute la VAB L4G, le web. Et pour moi, le cloud et les containers, je ne peux pas imaginer qu'on utilise ce qu'on utilisait dans les années 2000 pour développer sur le cloud et les micro-containers. Et je me dis, il y a forcément une technologie qui va arriver pour faire ça. En regardant Go, je me suis dit, waouh, je pense que c'est elle. Elle est vraiment adaptée. Je ne vais pas vous faire tout un laïus là-dessus, mais je vous invite vraiment à regarder. Elle est adaptée au cloud, au fait qu'on a des processeurs avec beaucoup de cœur. C'est un langage qui est fait pour faire de la concurrence d'accès. À mon avis, il y a un marché qui est en train de poindre. On est vraiment au début. Hein. Là, je vous parle vraiment des choses très, très, très innovantes. Mais je vous invite quand même à regarder. Voilà, donc j'ai plus de temps. C'est malheureux. Mais donc j'avais plein de choses à vous donner, mais je vous avais dit que je n'avais pas le temps de tout passer. Donc, je vais juste terminer. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous dire, nous, comment on se positionne, sur quoi on fait. Mais à la fin, en fait, moi, chaque année, donc je fais cette analyse. Et en gros, je fais le Sphere Trends que je présente au comité de direction. Je le valide en comité de direction. Et puis derrière, on présente ça aux commerciaux, au recrutement, tout au staff de Sphere. Donc on sort un tableau final.
Donc nous, on se positionne sur du front maintenant, sur du back Java, sur du back .NET. Et puis on a des secteurs innovation, je dis il faut qu'on investisse là-dedans. Et puis c'est comme ça qu'on positionne notre techno. Donc la valeur future, elle est là-dedans. Cette colonne, elle est très importante. C'est ce qui fait qu'on reste en phase avec le marché. Et puis après, il y a des choses sur lesquelles on veut plus se positionner. Donc on les dégage des colonnes. On dit, voilà, on ne va plus recruter des gens comme ça. Il y a des projets sur ces technologies, on ne va pas y aller parce qu'on sera plus compétitif. Donc ce que je vous invite, vous, déjà à titre personnel, c'est d'essayer de voir si vous êtes capable de faire pour vous, vos propres compétences, cette matrice. Et si vous êtes capable, après, de la partager avec les décideurs de votre entreprise. Pour terminer cette presse, je vais faire appel à vous. En fait, Sphère, je considère que ce n'est pas une SS2I. Parce que quand je dis SS2I, en tout cas, je ne me reconnais pas dans les métiers de certaines entreprises qui se définissent comme SS2I. Donc ça fait des années et des années que je cherche à dire, mais Sphère, c'est quoi? Comment je peux qualifier cette boîte? Et il y a quelques temps, je me suis dit, peut-être qu'on a un cabinet de développeurs. C'est vrai que maintenant, Sphère, c'est 90% de développeurs. Peut-être que c'est ça. Et je voulais savoir, parce que quand je dis, j'ai commencé à tester ça en interne, et je dis aux gens, voilà, nous, on a un cabinet de développeurs. Et je dis aux gens, je teste en interne le mot, il y a les gens qui disent, ah ouais, c'est super comme nom, je me reconnais bien là-dedans. Il y en a qui disent, oh bof, pas terrible, le cabinet, ça fait vieillot, poussiéreux, un peu doré, je ne me reconnais pas là-dedans. Donc je voulais savoir si vous vous reconnaissiez là-dedans ou si ça vous plaît, votez, et puis je vais stocker les résultats, et puis après j'envoierai un tweet, et puis je vous dirai si ça a marché ou pas. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait très plaisir d'être là, d'échanger avec vous un petit peu la manière dont je me positionnais sur la techno. Et puis merci aux orgas de BDX.io. Je trouve que c'est vraiment une super conf. C'est la deuxième fois que je viens et c'est sûr que je reviendrai. Merci beaucoup.